Alors, notre prochaine intervenante est une professionnelle dont la mission est profondément humaine. Accompagner ceux qui se sentent submergés, bloqués ou déconnectés d'eux-mêmes vers un espace de calme, d'ancrage et de mieux-être. Spécialiste en réadaptation professionnelle et psychologue provisoire inscrite, elle œuvre depuis plusieurs années auprès d'enfants et d'adultes confrontés à l'anxiété, à l'épuisement, à la neurodivergence, aux blessures et aux grandes transitions de vie. Son approche, à la fois compassionnelle et pragmatique, est centrée sur les forces de chaque personne. Elle offre un espace sûr et bienveillant où ses clients peuvent ralentir, se sentir compris et retrouver confiance en eux. Au cœur de sa pratique, aider les personnes à développer des outils concrets pour réguler leur système nerveux, renforcer leur résilience émotionnelle et retrouver un sens à leur parcours. Engagée auprès de la communauté francophone, elle collabore étroitement avec des équipes multidisciplinaires et des organismes communautaires, dont l'Institut Guy Lacombe de la famille, pour offrir un soutien accessible et adapté. Veuillez accueillir chaleureusement Farah Chériette. Merci pour cette présentation de moi. Donc, j'aimerais commencer par faire une reconnaissance du territoire et mon positionnement. Donc, j'aimerais commencer en reconnaissant que j'habite et je travaille sur le traité numéro 6. Donc, la première fois que j'ai vraiment pris connaissance des réalités autochtones, c'est en arrivant en Alberta. Donc, j'avais vécu plus de 15 ans au Québec et j'avais jamais entendu parler des écoles résidentielles. Et puis, ça m'a vraiment frappé qu'après autant de temps au Canada, j'avais pas eu cette information. Donc, il y a toujours de la place moi, je suis arrivée en tant qu'immigrante, donc je viens aussi d'un pays qui est marqué par ses propres histoires de colonisation, de résistance, de survie culturelle, de survie linguistique. Et puis, ça me rappelle que l'immigration, ça efface pas la responsabilité. Je reconnais aussi que je ne pense pas que je fais assez pour la réconciliation, puis je suis toujours en travail et en réflexion personnelle par rapport à ce sujet. Donc aujourd'hui, je suis ici en tant que professionnelle, mais je suis ici aussi en tant que mère, en tant que francophone en contexte minoritaire, en tant que personne qui aussi cherche des services. Je pense que personne qui cherche des services, c'est personne qui en donne, en tant que psychologue ici à l'Institut Guy Lacombe. Donc pourquoi en parler? Simplement parce que, déjà, le thème de ce congrès, c'est « Où allons-nous ?» Donc, pour moi, le fait de se rassembler aujourd'hui, de parler de divers sujets par rapport à la santé, d'apprendre sur certaines réalités, c'est déjà d'avancer. Puis pourquoi la santé mentale? Seulement parce que ça impacte toute notre vie, ça impacte notre travail, ça impacte nos relations familiales, ça impacte notre communauté. Et puis, personne à l'abri, on a tous une santé mentale, on a tous des difficultés. Et puis, c'est vraiment comment apprendre à s'outiller pour traverser certaines épreuves de la vie. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets en santé mentale. Dans mon travail, les personnes que je vois, c'était vraiment très difficile de décider de quoi parler aujourd'hui avec vous, mais j'ai décidé d'aller avec... j'ai pris la décision d'introduire des termes importants en psychologie que je pense que chacun de nous, déjà en tant que francophone minoritaire, devrait... pas devrait, mais... que ça serait bien que ça rajouterait à votre vocabulaire ou juste vous placer en société. Donc, j'allais commencer avec la langue et la santé mentale, l'impact d'être en minorité linguistique, puis après ça, introduire les termes d'intersection et de vulnérabilité. Et puis, ça va être un peu dark, ça va être un peu triste, mais on va finir avec des pratiques de la résilience et puis des ressources.
Ça, c'est juste une quote. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, cela va à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, cela va à son cœur. Et puis, c'est un peu ma transition par rapport à la langue et la santé mentale. Donc, la langue, c'est un déterminant social de la santé. Donc, la langue, ce n'est pas seulement un outil de communication, c'est un outil qui est intégrant à notre identité. C'est ce qu'on utilise, surtout si la langue du français est notre langue maternelle. Maintenant, on sait aussi qu'il y a plusieurs personnes que c'est peut-être leur seconde langue ou leur troisième langue ici en Alberta. Donc, puis pourquoi c'est important? Parce que moi, en tant que psychologue, c'est la capacité à ces gens-là d'être capables de définir leurs symptômes, l'intensité qui leur donne de trouver les bons mots. Puis la relation thérapeutique, elle est basée sur la précision d'être capable de le dire. Puis souvent, j'ai des clients que peut-être qui ont vu un psychologue en anglais, mais c'est pas la même chose que de parler de son cœur, de nos propres expériences dans une langue qui fait partie de notre identité, qui fait partie de notre sécurité. Donc, s'il y a des gens qui font de la thérapie en anglais, il y a des fois, il y a l'intensité des symptômes qui diminue dans la façon que l'on décrit. Il y a un sens profond des fois qui se perd. Il y a une difficulté d'avoir la cohérence du récit. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a un affaiblissement de l'alliance thérapeutique, mais aussi le risque d'erreur diagnostique qui augmente. Donc, souvent, peut-être un anglophone ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. La personne, elle décrit, elle n'utilise peut-être pas les bons mots, la bonne intensité, puis il pourrait avoir des erreurs diagnostiques et puis un engagement qui diminue. Donc, j'ai pas mis les recherches ici, mais puis ça, je peux donner des ressources au Réseau Santé Alberta, mais il y avait des études qui ont été faites en Nouvelle-Écosse, dans les minorités francophones, puis ils ont trouvé que les communautés qui vivent en situation minoritaire ont des symptômes plus élevés de dépression, un accès réduit à des services adaptés et une sous-utilisation des services de santé mentale qui sont déjà présents. Puis ça se rajoute. C'est vrai que là, je sais qu'on parle à d'autres personnes dans d'autres régions. Donc là, on est à Edmonton, on a quand même un bon réseau. On est ici à la Cité francophone. Donc ça augmente dans des villes géographiquement plus éloignées, comme Bonnyville. J'ai jamais été, mais Fowler, tout ça. Donc ça, c'est comme exponentiellement plus gros. Donc ça, j'ai parlé de ça, les nuances émotionnelles qui se perdent, l'alliance thérapeutique peut s'affaiblir et le risque diagnostique augmente l'engagement. Donc avant d'aller dans l'intersectionnalité, je voulais aussi introduire la langue, c'est une sous-catégorie de la culture. Donc le parapluie, c'est la culture, la langue, c'est un petit déterminant de ça. Donc j'aimerais aussi qu'on n'oublie pas qu'on fait partie d'une plus grande, que chacun de nous viennent d'une différente culture qui aussi vont impacter notre santé mentale. Donc, dans certaines cultures, montrer ses émotions, c'est pas bien vu. Dans d'autres, ça peut être lié à un sentiment de honte. Et puis dans d'autres aussi, des fois, ils pensent qu'ils n'ont peut-être pas de problématiques de santé mentale, mais ça va paraître plutôt somatiquement avec des problèmes physiques. Donc souvent, en travaillant avec des minorités culturelles, des fois, au lieu de poser des questions, êtes-vous triste, est-ce que vous pensez au suicide, il y a il y a des questions qu'on peut demander. Donc j'aimerais ça vous lire quelques questions. Donc, par exemple, les questions, c'est les maux d'estomac, le mal de dos, des douleurs aux bras, aux jambes, douleurs à la poitrine, maux de tête, vertige, évanouissement, constipation, diarrhée. Il y a quelques nausées, se sentir fatigué, manque de sommeil. Donc ça, des fois, quand quelqu'un n'arrive pas à expliquer émotionnellement qu'est-ce qui se passe avec eux, leur poser des questions plutôt sur somatiquement, des fois, ça permet à quelqu'un peut-être d'une culture où la santé mentale est moins abordée, de l'aborder de cette manière-là. Juste ici dans la salle, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'intersectionnalité? OK.
fait comme un corps. OK. Donc, l'intersectionnalité, c'est l'idée que nos identités se croisent. Donc, ici, vous avez l'identité du genre, l'appartenance raciale, juste nos capacités physiques, classe sociale, la taille de notre corps, notre orientation sexuelle. Puis, ça influence, ça se croise et dépendamment des vulnérabilités qu'on a, ça peut cumuler les barrières qu'on peut avoir ou notre santé mentale. Donc, juste rapidement, l'intersectionnalité, c'était un concept qui a été inventé par une professeure de droit où elle disait qu'il y avait une femme noire qui n'a pas été engagée au travail, puis sa plainte elle a été refusée, disant que l'usine, elle employait des hommes noirs, puis elle employait des femmes, donc l'usine n'était ni raciste ni sexiste. Et puis l'idée, c'est que le fait d'être noir et femme fait que cette personne avait une barrière à l'emploi. Et puis, avec le temps, c'est devenu quelque chose qu'on utilise. Donc, ça avait commencé avec la race, mais ça a continué avec toutes ces intersectionnalités. L'idée principale, c'est qu'au milieu, vous allez voir, je vais vous le lire, il y a le pouvoir et les privilèges de notre société. C'est des systèmes qui ont été déjà préétablis par rapport à la culture dominante. Donc, ça veut dire que si vous faites partie du centre, vous avez plus de facilité à avoir un travail, à aller à l'université. Et puis, ça aussi... Puis, c'est basé sur des valeurs coloniales, patriarcales, hétérosexuelles et hiérarchiques. Donc, quand vous regardez ce qui est dans le pouvoir... Ce qui est dans le pouvoir, c'est être mince, être propriétaire d'une maison, être riche, parler l'anglais ici en situation minoritaire, parce que veut pas, si on parle bien l'anglais, on a plus d'opportunités, même en tant que francophone. Avoir notre citoyenneté canadienne comparée à quelqu'un qui est réfugié ou comparée à quelqu'un qui est résident permanent. Être homme cisgenre, avoir un diplôme postsecondaire, être hétérosexuel, être neurotypique, ne pas avoir d'handicap. Puis, vous ne le voyez pas, mais dans le fond, les cercles, c'est que là, après ça, vous allez dans la classe moyenne, peut-être un meilleur anglais, mais pas parfait, taille corporelle moyenne. Puis ça, c'est des études qui ont été faites par rapport à ça, par rapport à l'accès à l'emploi, à l'accès à des situations, à tout ce qui a rapport avec la vie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des expériences traumatiques de l'enfance? OK. Ça, c'est vraiment un sujet important parce que c'est 10 questions que moi, je pose tout le temps à mes clients avant de les voir. Donc, c'est une étude qui a été faite disant que ces 10 questions, donc, il y en a qui sont... pas assez simple, mais dépendamment de la culture qu'on a été. Est-ce qu'on a été insulté, rabaissé, humilié? Est-ce qu'on a déjà été poussé, frappé? Il y a aussi tout ce qui est abus sexuel. Après ça, est-ce que vous avez vécu de la violence familiale? Est-ce que vous avez vu vos parents se disputer? Puis l'étude qui a été faite, c'est que ça a démontré que ce que vous avez vécu à l'enfance impacte votre santé physique et mentale en tant qu'adulte. Donc, juste quelques... Par exemple, si vous avez 4 ou plus sur ce questionnaire, vous avez 4 à 12 fois plus de risques d'alcoolisme, d'abus de drogue, de dépression, de tentative de suicide. Aussi des maladies chroniques comme une augmentation de risque de maladies chroniques comme maladies cardiaques, cancer, maladies pulmonaires, fractures, maladies du foie. Donc, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps,
J'aimerais finir, on va aller à la résilience. Donc, l'idée, c'est que c'est pas déterminant, mais c'est bien de savoir, soit on est plus âgé, puis on n'a jamais su ça, donc ça aide à expliquer un petit peu où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a vécu dans notre enfance, puis pourquoi peut-être on a certains symptômes, mais aussi si on est parent d'enfants ou on va avoir des enfants, que ça, c'est aussi important, c'est un déterminant de la santé. Donc, la résilience, c'est la capacité de faire face à l'adversité, la capacité à rebondir après des expériences difficiles, la capacité à continuer à avancer malgré les pertes ou les traumatismes. Donc, et l'utilisation des ressources internes et externes pour s'adapter. Donc, je voulais faire un exercice avec vous, parce que je n'ai pas le temps de tout finir, mais je voulais faire une chose. Donc, souvent, quand on a ce genre peut-être de trauma. Donc, un trauma, ce n'est pas quelque chose qui doit être très traumatique. Ça peut être la guerre, ça peut être une agression sexuelle, mais un trauma, c'est tout ce qui arrive trop vite, trop fort, trop tôt dans ton corps, puis que ton corps n'a pas su se consolider à ce moment-là. Donc, il y a des gens qui vont peut-être réagir plus fort à peut-être quelque chose que quelqu'un d'autre dirait « Ah, mais il y a une personne qui a vécu la même chose, mais qui ne réagit pas aussi fort. » OK? Donc, moi, dans ma pratique, j'aime bien utiliser tout ce qui est somatique. Donc, une pratique que j'aime bien, donc si vous ressentez de l'anxiété, ça serait de mettre la langue sur le palais, puis de souffler. Si vous le faites assez, votre système nerveux, vous allez peut-être bâiller. Faites-le 2-3 fois. Puis vous mettez la langue sur le palais. Celui qui bâille le premier gagne. OK? Aussi, une autre affaire, quand on est stressé, comme moi, là, que j'ai la bouche sèche, des fois, tu sais, ça serait quand on est stressé, on peut faire ça. On met nos pieds par terre. On fait des points de acupressure, ça s'appelle, entre ton doigt, ton pouce et l'index. OK? Puis une autre affaire, c'est boire de l'eau, parce que quand on commence à être stressé ou anxieux, on a la bouche sèche. Puis si on n'a pas de l'eau à côté, vous pouvez rouler votre langue sur vos dents. Puis ça crée de la salive. Puis votre système nerveux va déjà commencer à se calmer parce qu'il y a de l'eau. Donc, je voulais vous donner ces petites astuces que je trouve le fun, que je fais moi-même. Je le fais 2-3 fois, puis je commence à bâiller, puis je me dis « Ah, mon système nerveux est plus calme ». Donc, j'avais vraiment beaucoup de sujets, mais je voulais terminer avec des ressources disponibles. Maintenant, j'aimerais m'excuser parce que... puis ça va avec l'intersectionnalité. Je suis femme, jeune. Je travaille beaucoup avec les immigrants. Puis dans mes ressources, j'ai oublié de mettre des ressources sur la Fédération des aînés. Puis ça, c'est la façon, des fois, en tant que personne, quand on est dans une zone, dans une identité, comment qu'on peut oublier certaines personnes ou certains pas peuple, là, excusez, mais une population. Puis ça, c'est moi, puis je me connais et je sais, puis je l'ai quand même fait, j'ai fait cette erreur-là après avoir fini ma présentation que j'avais oubliée. Mais ça démontre comment que des fois, sans le vouloir, à cause de notre intersectionnalité, on a certains pouvoirs ou privilèges qu'on oublie d'autres personnes qui ne vivent pas ces réalités. Donc, je m'excuse pour ça, mais j'ai essayé de trouver des organisations qui sont à l'intersectionnalité, comme le comité franco-queer, qui offre des services de psychologie à leur location. Et puis aussi, ils offrent des programmes d'emploi spécifiques à la communauté LGBTQ. La Coalition des femmes qui a des super programmes. Le Centre Neurodifférence, c'est un nouveau centre d'autisme pour les enfants puis pour supporter les parents. Donc ça, c'est nouveau. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à propos de ça. L'Institut Guy Lacombe, je travaille pour l'Institut Guy Lacombe. Puis ça, je vais juste faire un dernier
rappel par rapport au questionnaire des ACE que je vous ai montré, des situations traumatiques. Et puis, l'Institut Guy Lacombe, la plupart des programmes qu'on a, c'est vraiment de la prévention. C'est basé sur toutes ces recherches-là de comment que la violence familiale peut impacter, comment la parentalité positive. Donc, c'est vraiment un support pour éviter, pour supporter le parent, l'enfant, la famille, la communauté. Donc, je vous invite à regarder chacun de ces organismes comme étant... c'est basé sur la recherche, puis ils ont tous des programmes qui sont concentrés sur l'idée de donner cette communauté-là, d'avoir une place où partager, se retrouver dans notre intersectionnalité, que ce soit la Coalition des femmes, que ce soit le Comité franco-queer, l'Institut Guy Lacombe, le Centre neurodifférent. Il y a aussi le CEBEP, aussi, qui est un centre de prévention afro-canadien, qui offre aussi des services en français. Et puis, je voulais vous inviter à un certificat qui est gratuit, qui s'appelle Certificat Histoire du cerveau. Ça se donnait seulement en anglais, ça s'appelle Brain Story Certificate. Et maintenant, il le donne en français, c'est plusieurs heures. Et puis, ça va sur tous les traumatismes de l'enfance, comment ça impacte le cerveau, comment ça impacte notre système nerveux. C'est un peu académique, mais c'est accessible à tout le monde, et puis c'est gratuit. Non, ça, c'est juste sur... Vous pouvez juste taper sur Internet certificat Histoire du cerveau en ligne, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Puis vous avez un certificat à la fin. C'est bon?